Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle critique, et il s'agit de la critique de la 3ème saison de The Mandalorian. Donc prenez votre blaster et votre armure Mandalorian parce que c'est parti. Le résumé de cette saison est le suivant. Depuis que Grogu est revenu à ses côtés, Din Djarin voyage dans sa compagnie. Il est informé par l'armurier Mandalorian que la seule façon pour lui de redevenir un Mandalorian entre guillemets, après qu'il est devenu un apostat en retirant son casque volontairement, et d'aller se baigner dans les eaux sacrées du mine de la planète Mandalore. Cette planète a été littéralement pulvérisée et rendue impropre à la vie au cours d'une guerre passée face aux forces impériales. Mais Din Djarin décide de s'y rendre coûte que coûte. Après multiples péripéties, il parvient à des quêtes de Bukatan Prime qui lui sauvent la vie à se baigner dans ses éléments et à réintégrer son corps. Il va ensuite accompagner Bukatan dans son parcours vers l'unification de tous les peuples de Mandalore et la reconquête de leur planète. Nous avons donc trois personnages principaux, le Mandalorien alias Din Djarin. Alors c'est celui qui occupe le début de la série et c'est le personnage principal. Nous avons ensuite Bo-Katan Kryze, qui est donc la Mandalorienne que l'on suit depuis le film de Star Wars. Et oui, parce qu'on la voit depuis la série The Clone Wars, donc vous voyez ça fait une progression. Et ensuite Grogu, qui est bien sûr celui qui peut pas tomber de la première saison et de la deuxième saison. Mais là, il a enfin accepté là où il est, et donc du coup, il est un peu en second plan. Mais là, il est pas très bien. Ensuite, nous avons différents personnages qui sont tous des Mandaloriens. L'armurier Mandalorian, Saul Vista, Eyakai, Explode, Chris. Et donc du coup, ce qu'on avait en fait, c'est vraiment notre passé, pour résumer et de Saison 3, épisode 1, chapitre 17, l'apostat. Une cérémonie d'intronisation d'un adolescent mandalorien avec remise de son casque par l'armurière se déroule sur une plage à la sortie d'une grotte. Subitement, un gigantesque monstre des mers en émerge, dévorant quelques Mandaloriens et mettant à mal de nombreux autres guerriers Mandaloriens qui prenaient part à la cérémonie et qui n'arrivent pas à le maîtriser. Din Djarin arrive sur les lieux à bord de son nouveau vaisseau en compagnie de Grogu. Il bombarde le monstre et là-bas, il se rend par la suite dans la forge ou l'arme de l'armurière qui lui rappelle qu'il n'est plus un Mandalorien dès lors qu'il a retiré son casque et pire qu'il l'a fait volontairement. Din Djarin assure qu'il peut trouver le chemin de la rédemption s'il parvient à retourner sur la planète Mandalore et à se baigner dans les eaux vivantes, sous les mines. L'armurière qui pense que la mine n'existe plus et que la surface de la planète a été cristallisée et contaminée, acquiesce cependant en reconnaissant que telle est la voie. Din Djarin et Grogu atterrissent sur la planète Nevarro pour retrouver leur ami Greef Karga, désormais haut magistrat des lieux devenus prospères. Ils défont ensemble une bande de pirates. Sur la place principale de la ville où se trouve la carcasse du robot IG-11, héros de l'histoire récente de la planète transformé en statue. Din Djarin veut le récupérer pour en faire son assistant dans sa quête vers Mandalore. Il le reconnecte, mais IG-11 leur tire immédiatement dessus, suivant ses ordres d'origine et ils doivent le neutraliser. Il l'emmène alors chez les Zanzelan, les petits êtres de l'espèce de Bob Spring, qui expliquent que le circuit mémoire du robot est grillé. Din Djarin se fait alors fort d'aller trouver la pièce pour la réparer. Après avoir à nouveau défait une escouade de pirates en orbite autour de Nevarro, et après un bond dans l'hyperespace pour échapper à leur capitaine, il atterrit sur une planète du système de Mandalore, Kalevala, où se trouve un palais à l'intérieur de lequel Bo-Katan Kryze règne seul sur son trône. Abandonné par ses troupes, désabusé, elle lui demande s'il est toujours en possession du sabre noir, ce qui confie. Il lui rappelle que tout a été détruit sur leur planète d'origine. Il lui fait part de sa quête de rédemption et le traite de fou. Elle lui indique cependant où se trouvent les mines. Il lui répond qu'il va s'y rendre et qu'il saura dès lors si leur planète est réellement empoisonnée entre guillemets. Saison 3, épisode 2, chapitre 18, les mines de Mandalore. Din Djarin et Grogu se rendent sur Tatooine pour retrouver leur ami Pelimoto. Mando espère qu'elle l'aidera à trouver une carte mémoire qui lui permettra de réanimer le droïde IG-11. Elle s'adresse au Jawa qui confirme que cette pièce est introuvable. Pelimoto lui propose de lui vendre un astromech de type R5D4 qui paraît fort peureux, mais Mando doit accepter à contre-cœur à bord de son chasseur N1. Il fait un saut vers le système de Mandalore et traverse l'atmosphère viciée de la planète qui a subi ce qu'il nomme la purge, surface cristallisée par les bombes à fusion de l'Empire. Une fois posé, il envoie R5D4 scanner la planète, mais le droïde disparaît.
Mando sort de son vaisseau et entre dans une grotte où il est attaqué par les Alamites. Il les élimine tous avec le sabre noir, puis Din Djarin dépressurise son casque et constatant que l'air de Mandalore reste respirable. Mando et Grogu rejoignent les ruines de la ville de Sundari et descendent dans les mines qui se trouvent en dessous. Après une longue descente, ils trouvent au sol un vieux casque de Mandalorien, mais c'est un piège tendu par une créature cyborg, un monstre mécanique avec un œil organique qui le fait prisonnier et commence à pomper son sang. Mando a juste le temps de dire à Grogu d'aller chercher de l'aide de Bo-Katan. Kryze, le petit être vert, s'échappe de l'antre du cyborg, remonte à la surface, défait avec la force un Alamite qui lui barre le chemin, remonte dans le chasseur et rejoint la planète de Kalevala avec l'aide de R5-D4. Bo-Katan accepte de venir au secours de Mando et s'envole pour Mandalore avec Grogu et R5-D4. Grogu la guide vers l'antre du cyborg, elle ramasse le sabre noir dont le cyborg avait débarrassé Mando et jeté au sol, tue la créature maléfique et libère un Din Djarin affaibli. Elle lui propose de retourner sur Kalevala pour se remettre, mais il refuse. Elle le guide alors vers les eaux vivantes, ils y parviennent et Mando commence à se baigner en descendant des marches, tout en résistant des paroles du credo de son clan mandalorien. Tout à coup, il fait un faux pas et coule directement vers le fond. Bo-Katan plonge afin de le sauver. En le remontant à la surface, elle aperçoit le mythosaure, un monstre de légende, réalisant que les histoires qui lui ont été racontées dans son enfance reflétaient la réalité. Saison 3, épisode 3, chapitre 19, le converti. Sorti des eaux vivantes par Bo-Katan, Din Djarin revient à lui, il récupère un échantillon des eaux pour prouver qu'il s'y est bien baigné et qu'il a gagné sa rédemption. Bo-Katan, troublé par la vision du mythosaure, interroge Mando pour savoir s'il a vu quelque chose. Il répond que non et elle ne lui dit pas plus. Elle ne lui en dit pas plus. Ils repartent à bord de son vaisseau vers Kalevala. Quand ils sont attaqués par une escadrille d'intercepteurs TIE, Bo-Katan fonce dans l'atmosphère de sa planète, s'approche de son palais et largue Din Djarin qui peut sauter dans son chasseur N1, décoller et prendre part au combat. À eux deux, ils éliminent tous les intercepteurs, mais des bombardiers TIE arrivent et détruisent le palais de Bo-Katan. Tous deux parviennent ensuite à sauter dans l'hyperespace avant d'être submergés par la flotte ennemie. Sur Coruscant, le docteur Pershing, qui tentait d'exploiter les midi-chloriens de Grogu sous les ordres de Moff Gideon, suit un programme de réhabilitation sous les auspices de la Nouvelle République. Il est le scientifique amnistié L52. Dans les quartiers du programme de réhabilitation, il reconnaît l'officier amnistié G68, qui n'est autre que Elia Kane, ancien officier supérieur en charge des communications sous les ordres de Moff Gideon. Elle parvient à le convaincre que, bien que cela est interdit par la Nouvelle République, il devrait poursuivre ses recherches sur le clonage. Pour cela, elle l'emmène à l'extérieur de la capitale, dans les chantiers navals, où gisent les carcasses des vaisseaux impériaux. En pénétrant à l'intérieur d'une épave, ils accèdent au laboratoire et Pershing récupère dans une mallette tous les outils dont il a besoin pour poursuivre ses recherches. Mais en sortant de l'épave, ils sont arrêtés par les forces de l'ordre. Elia Kane ramasse sa mallette, puis il est menotté et emmené. Pershing, attaché sur un lit, doit subir un programme allégé de fouet mental pour éliminer toute pensée soutenant les idéaux de l'Empire. Il s'aperçoit qu'il a été piégé par Elia Kane, qui suit le sort qui lui réserve derrière la vitre. Laissée seule, elle pousse le bouton de contrôle de son fouet mental au maximum, mettant Pershing sous la torture. Bo-Katan, Kryze, Din Djarin et Grogu atterrissent sur la planète refuge de son clan mandalorien. Arrivés devant une grotte dont sortent les membres du clan, Din Djarin affirme qu'il s'est baigné dans les eaux vivantes et qu'il peut le prouver. Bo-Katan explique qu'elle en a été témoin, mais pas plus cela lui rappelle que son clan Kryze a renié la voie et qu'ils sont tous les deux des apostats. Ils rejoignent l'armurière dans sa forge. Din Djarin lui donne le tube qui contient l'échantillon des eaux vivantes. Elle l'examine et confirme que ce sont bien les eaux des mines de Mandalore. L'exil de Din Djarin prend fin. Il est réhabilité dans son clan. Bo-Katan, qui a également plongé dans les eaux vivantes et qui répond à l'armurière qu'elle n'a pas retiré son casque depuis lors, est admise au sein du clan. Tous viennent alors les congratuler. Saison 3, épisode 4, chapitre 20, l'orphelin. Sur leur planète refuge, tous les Mandaloriens du clan auquel appartient Din Djarin et désormais Bo-Katan sont à l'entraînement, y compris les enfants. Mando veut que Grogu participe à cet entraînement et il défie donc un jeune au jeu de fléchettes. Celui qui touche le plus son adversaire ayant gagné. D'abord sans réaction face au tir de son rival, Grogu se projette en l'air, le contourne et revient devant lui et décoche 3 flèches d'un coup, pour être désigné vainqueur.
À ce moment, un monstre ressemblant à un ptérosaure géant arrive par les airs et attrape avec ses pattes l'enfant qui vient de battre Grogu, qui s'avère être Ragnar, le fils de Paz Vizsla. Le monstre s'échappe, poursuivi par Paz, Dinjarin et d'autres Mandaloriens, mais ils volent loin jusqu'à son repère. Et leur jetpack tombe à court de carburant avant de pouvoir continuer à le suivre. Arrive alors Bo-Katan aux commandes de son chasseur qui suit le monstre jusqu'à son nid situé tout en haut d'un pic et qui ne peut sauver Ragnar. De retour à leur campement, les Mandaloriens mettent en place un plan pour aller récupérer l'enfant. Une escouade commandée par Bo-Katan, avec Paz Vizsla et Dinjarin, s'envole à bord de son vaisseau lorsque se pose pied au pic. Ils bivouac puis s'élancent dans son escalade, sachant qu'ils ne peuvent utiliser leur jetpack au risque d'être repérés par l'oiseau géant. Pendant ce temps, l'armurière emmène Grogu dans sa forge et lui fabrique une pièce d'armure ornée du symbole du Bloodhorn. Pendant qu'elle frappe le Beskar, Grogu revit par flashback le souvenir douloureux de son évacuation mouvementée du temple Jedi de Coruscant au moment de l'exécution de l'ordre 66, sauvé par le maître Jedi Kelleran Beck. Bo-Katan et l'escouade de Mandalorian terminent leur ascension et arrivent sur un nid géant au sommet du pic. Dinjarin repère une source de chaleur et Paz Vizsla se précipite pour récupérer son fils. Toutefois, il s'agit en réalité des 3 bébés du monstre qui apparaît et déglutine l'enfant encore en vie pour leur donner à manger. Le Mandalorien tente de s'interposer. Le monstre attrape Paz Vizsla dans sa gueule et Ragnar dans ses pattes. Il s'envole poursuivi par les Mandaloriens. Un combat aérien s'ensuit, au terme duquel le monstre relâche Paz Vizsla puis Ragnar qui tombe dans le vide et que Dinjarin récupère de justesse. Le monstre s'écrase dans un lac et est immédiatement happé par une créature 2 fois plus grosse, l'espèce de crocodile vue dans l'épisode 17. Enfin plutôt le chapitre 17, épisode 1 en gros de cette saison 3. Bo-Katan et l'escouade reviennent applaudis par Ragnar, mais aussi par les 3 bébés. Attends, je refais ma formulation de phrase. Bo-Katan et l'escouade reviennent applaudis avec Ragnar, mais aussi les 3 bébés monstres qu'ils vont dresser. L'armurière remercie Bo-Katan et l'emmène dans sa forge car elle a perdu une épaulette. Elle lui en fabrique une nouvelle, selon sa demande, avec le symbole gravé du mythosaure. Elle lui révèle qu'elle l'a vu alors qu'elle remontait Dinjarin du fond des zones vivantes, sous les mines de Mandalore. L'armurière réagit en déclarant « Télé la voix ». Saison 3, épisode 5, chapitre 21, le pirate. Le chef pirate Gorian Shard et ses sbires positionnent leur imposant vaisseau au-dessus de la ville principale de la planète Nevarro, dirigé par le haut magistrat Greef Karga. Il se voit menacé, soit il se rend, soit la destruction attend sa ville. Karga argue qu'il est sous la protection de la Nouvelle République, mais Shard rétorque à raison qu'il bluffe et commence à bombarder Nevarro, partant mettre la population à l'abri. Karga adresse un message de détresse au capitaine Teva de la flotte de X-Wing de la Nouvelle République. Sur la base Adelphi, Teva veut aider Nevarro contre les pirates de Shard qui ont pris possession de l'astroport de la ville et de la ville. Il décide de se rendre en personne sur Coruscant afin d'obtenir de ses supérieurs l'autorisation d'intervenir. Arrivé dans les locaux de l'armée, il parvient dans le bureau de son colonel, mais la trouble Elia Kane, l'amnistié G68, voire l'épisode 19, ou le chapitre 3, ou l'épisode 3 je veux dire, vient participer à la discussion. Elle argumente en défaveur d'une intervention sur une planète de laboratoire extérieur qui n'a même pas signé la charte de la République. Teva repart donc bredouille. Grâce à l'ancien droïde de la rébellion R5D4 désormais en possession de Dinjarin, Teva localise sans problème la planète refuge du clan Mandalorian et y pose son X-Wing. Il relaye le message de détresse de Greef Karga et argue qu'il y a autre chose que le retour de l'Empire qui se prépare et que tout est lié, l'attaque des pirates sur Nevarro comprise. Il repart, Dinjarin réunit le clan et explique que Karga, l'ancien leader des chasseurs de primes, est devenu son ami et qu'il doit aller l'aider. Paz Vizsla prend la parole, se souvient du carnage dans les égouts de Nevarro où vivait le clan, provoqué par les troupes impériales et qui dit qu'ils doivent prendre les armes avec Dinjarin et Bo-Katan. Le clan mandalorien embarque à bord du vaisseau de classe Cormerk de Bo-Katan et part à l'assaut des pirates qui ont pris possession de Nevarro. Dinjarin à bord de son chasseur N1 attaque seul le vaisseau de Gorian Shard qui envoie ses chasseurs dont l'un d'eux, Vane, a un compte à régler avec Mando qui date de l'épisode 3 de cette saison aussi. Cela permet à Bo-Katan de déposer les Mandalorians sur Nevarro avant de s'en prendre à son tour au vaisseau pirate.
Ainsi commence la bataille au sol, alors que les chasseurs se retrouvent rapidement dépassés par les pilotages de Din Djarin et Bo-Katan. Vayne abandonne Gorian Shard et prend la fuite. Au sol, les Mandaloriens tombent dans une série d'embuscades qu'ils réussissent à déjouer. Au terme de combats intenses, au sol et dans les airs, ils viennent à bout des ennemis, bien plus nombreux qu'eux. Les pirates survivants se rendent et Din Djarin et Bo-Katan détruisent le dernier moteur du vaisseau. Ennemi, le vaisseau de Gorian Shard explose et s'écrase au sol, tuant Shard et tous les pirates présents à bord. Pour remercier les Mandaloriens, Greef Karga leur offre de vastes terres sur Nevarro où ils vont pouvoir s'établir au grand jour. Retournés dans la forge où ils officiaient précédemment dans le réseau d'égouts, l'armurière convoque Bo-Katan seule à la seule. Elle lui demande subitement de retirer son casque. Elle lui explique que le fait qu'elle ait vu le mythosaure est le signe d'une nouvelle ère et qu'il lui revient d'unifier à nouveau le peuple de Mandalore. Les deux mondes, enfin, qu'elle définit comme les deux mondes, ceux qui suivent la voie et le credo, ceux qui s'en sont écartés. Les deux femmes reviennent au milieu des membres du clan, interloquées à la vue de Bo-Katan à visage découvert. L'armurière explose la tâche qui revient désormais à Bo-Katan, réunifier Mandalore. Dans l'espace, à bord de son X-Wing, le capitaine Teva repère une navette de transport à la dévire. Il s'en approche, le flanc explosé. Tous les soldats de la Nouvelle République interne sont morts. Teva se renseigne et apprend que cette navette transportait le prisonnier Moff Gideon et que ce dernier s'est donc échappé. Il retrouve également sur place un bout d'armure en Bessia qu'il soupçonne d'appartenir à un Mandalorien. Saison 3, épisode 6, chapitre 22, les mercenaires. L'armée des Mandaloriens qui a abandonné Bo-Katan et qui possède l'imposante flotte impériale précédemment volée par ses soins sous les ordres de leur leader déchu, agit désormais comme une compagnie de mercenaires à travers la galaxie. Leur chef est X-Wolf. À bord d'un croiseur impérial, ils interceptent un vaisseau commandé par une capitaine Quarren, avec qui un prince Mon Calamari, Amrodel, a pris la fuite. Payé par son père souverain Mon Calamari, ils accomplissent diplomatiquement mais fermement la mission consistant à ramener le prince chez lui. Din Djarin, Bo-Katan et Grogu atterrissent sur la planète Plaisir 15, située dans la bordure extérieure, et où est établie une démocratie. Là-bas, ils savent que se trouve le groupe d'Expo. Ils sont accueillis par le capitaine Bombardier et sa compagnie la duchesse, maître des lieux. Avant que ces derniers accèdent à leur requête de rencontrer leur protecteur mandalorien, ils demandent à Mando et Bo-Katan de régler pour eux une situation délicate. De nombreux anciens droïdes impériaux et séparatistes reprogrammés au service de la population de Placer 15 sont victimes de dangereux dysfonctionnements. Leur enquête les mènera à comprendre qu'un composant nécessaire au fonctionnement des droïdes, le lubrifiant Nepenthes, a été corrompu par des nanodroïdes introduits par le chef de la sécurité, le commissaire Hellgate, qui se révèle être un séparatiste. Il procède à son arrestation et l'emmène devant la duchesse et son compagnon. Bo-Katan se va remettre les clés de Placer 15, Grogu est fait chevalier. Ils se rendent ensuite sur les lieux où se trouve le groupe d'une centaine de mercenaires mandaloriens dirigés par X-Wolf au milieu de leur flotte spatiale, dont Bo-Katan dit d'entrée qu'elle est venue la récupérer. Grogu lui rétorque qu'elle n'est pas l'use à elle. Elle le défie en combat singulier et finit par avoir le dessus. Vaincu, X-Wolf clame que Bo-Katan n'a pas de légitimité pour guider le peuple mandalorien, dans la mesure où elle ne possède pas le sabre noir. Din Djarin intervient alors, il contredit Wolf en racontant ses mésaventures sur Mandalore, dans l'antre du cyborg qu'il avait fait prisonnier. Bo-Katan avait ramassé au sol sous le sabre noir et s'en était servi pour tuer le cyborg et libérer Mando. Elle a défait l'ennemi qui m'avait défait, le sabre ne lui appartient pas désormais, clame Din Djarin. Wolf et les mercenaires mandaloriens acquiescent. Din Djarin remet solennellement le sabre noir à Bo-Katan, déclarant rendre cette âme à sa propriétaire légitime. Saison 3, épisode 7, chapitre 23, les espions. Elia Kane, l'amnistiée G68, s'avère être l'espionne du Moff Gideon, qu'elle contacte discrètement par hologramme, caché dans une ruelle des bas-fonds de Coruscant. Elle lui révèle que leurs alliés pirates ont été défaits sur Nevarro, et que ce ne sont pas les troupes de la Nouvelle République qui les ont abattus, mais les groupes de Mandalorians commandés par Bo-Katan Kryze, appuyés par Din Djarin. Gideon rejoint ensuite une réunion virtuelle des seigneurs de guerre, c'est-à-dire d'anciens commandants de l'armée impériale qui se complotent contre la Nouvelle République. Ils interrogent le capitaine Gilad Paléon sur l'absence du Grand Amiral Throne, suggérant que ce Conseil de l'Ombre devrait choisir un nouveau leader. L'un des membres du Conseil, le commandant Brendol Hux, stipule que le projet nécromancien y pourvoira. Tous conviennent d'après le rapport de Gideon qui doivent avant toute chose se débarrasser des Mandaloriens, les éliminer tous, ce dont se fait fort Gideon pour peu que ses collègues
lui envoie des renforts en matériel et un soldat issu de la garde prétorienne qui les réclame. La flotte mandalorienne récupérée par Bo-Katan arrive au-dessus de Nevarro. Elle va rejoindre le clan dirigé par l'armurière. Din Djarin vient saluer son ami Greef Karga qui a pour lui un cadeau. Le droïde IG-11 aménagé par les Anzelas devenu IG-12 qui possède désormais au niveau du torse un poste de pilotage dans lequel peut se loger Grogu pour se déplacer, se défendre et même parler à travers son système, à coup de oui ou de non. Réunis sous la bannière de Bo-Katan Kryze, désormais propriétaire du sabre noir, tous les Mandaloriens conviennent avec elle qu'ils doivent reconquérir leur planète Mandalore. La flotte va alors se mettre en orbite autour et des volontaires vont descendre au sol et en éclaireur. Parmi eux, avec Bo-Katan se trouvent Din Djarin et Grogu, Vizsla l'armurière ainsi que Ex-Vov et Koska Reeves. Ceux-ci arrivent au sol, repèrent un curieux vaisseau à voile de surface qui glisse sur le sol vitrifié de la planète et qui est mené par les survivants mandaloriens qui n'ont jamais quitté les lieux. Tous embarquent à bord du vaisseau en direction de la Grande Forge où veut se rendre Bo-Katan. Vizsla et Ex-Vov se fâchent alors qu'ils jouent à un jeu assez s'apparentant aux échecs et commencent à se battre violemment, seulement séparés par IG-12 alias Grogu qui répète non, non, non. Proche de sa destination, le vaisseau est détruit par une créature monstrueuse émergeant du sol. La troupe de Mandaloriens s'enfonce dans une caverne et parvient dans une énorme salle où se trouve la Grande Forge. Éteinte, ils sont alors attaqués par les soldats impériaux munis de jetpacks et d'armures en Beskar et sont quasiment submergés par leur nombre. Ils les repoussent, ceux-ci se battent en retraite. Ils les poursuivent et parviennent dans une véritable base impériale souterraine. Le temps qu'ils comprennent avoir été piégés, les cloisons se rabattent, laissant Din Djarin isolé du reste du groupe. Il en est ainsi maîtrisé par les impériaux et Moff Gideon arrive devant lui. Bravanche, il explique qu'il est le seul futur de Mandalore dont il exploite déjà le Beskar, ce qui lui a permis de créer sa nouvelle armée de Dark Troopers, ainsi que sa nouvelle armure et ses commandants équipés d'armure en Beskar. Il fait emmener Din Djarin en débriefing, entre guillemets, et exige que Bo-Katan lui remette le sabre noir. Mais cette dernière se précipite pour découper un passage dans une paroi avec le sabre permettant au groupe d'évacuer. Vizsla reste en arrière pour les couvrir. Après avoir éliminé un nombre impressionnant de soldats impériaux, ils voient arriver trois gardes prétoriens dans leurs habits rouges, armés de leurs vibrolames, ils le tuent. Saison 3, épisode 8, chapitre 24, le retour. Tandis que le groupe emmené par Bo-Katan s'échappe dans les cavernes de Mandalore et que cette dernière prévient Ex-Vov en vol avec son jetpack vers la haute atmosphère que leur flotte vers laquelle ils se dirigent va être attaquée, Din Djarin est emmené par deux Stormtroopers vers la salle de débriefing. Il se rebelle et parvient à se battre contre eux lorsque l'un d'eux lance un filin pour l'étrangler. Grogu, aux commandes de IG-12, qui a quitté le groupe pour venir à sa rescousse, réussit à le neutraliser. Libéré, Mando lui dit que leur mission est maintenant de trouver Moff Gideon et de l'éliminer, sinon ça ne finira jamais. Ex-Vov sort dans la haute atmosphère et parvient et prévient la flotte de l'attaque imminente, lui donnant l'ordre d'évacuer le vaisseau amiral et aux Mandaloriens de foncer vers les chasseurs Gauntlet pour les piloter vers la surface et apporter des renforts à Bo-Katan. Vov reste seul à bord du vaisseau amiral bombardé par des intercepteurs et bombardés TIE avec le but de l'écraser sur la base secrète de Moff Gideon et de la détruire. Mando se sert de R5-D4 en lui demandant de localiser le poste de commandement de Moff Gideon. Parvenu à proximité, il se retrouve devant un couloir barré de panneaux laser. Il demande aux droïdes de les désactiver un à un, éliminant les soldats qui se trouvent sur son passage. Quand les barrières ont toutes disparu, il arrive avec Grogu dans une salle où se trouvent les cuves contenant des clones de Gideon. Il les détruit. Le groupe de Bo-Katan arrive dans un espace de verdure souterrain qui est un des habitats de survivants, lesquels expliquent qu'il s'agit de fermes, et qu'il y en a d'autres sur toute la planète. Le gros des troupes mandaloriennes qui occupaient la flotte en orbite arrive en renfort et tous s'empressent de pénétrer dans la base pour affronter et dominer l'armée de Gideon. Dans la salle de commande, Din Djarin fait enfin face au personnage maléfique dont la force est décuplée par son armure en Beskar. Les redoutables trois gardes prétoriens se joignent au combat et quand l'un d'eux transperce Mando avec sa vibro-lame, Grogu intervient en criant non. Les gardes dans leurs habits rouges se détournent alors de Mando pour le poursuivre, l'acculant dans une salle dont la porte se referme. Ils détruisent IG-12, Grogu tente de se défendre avec la force, Gideon a le dessus sur Mando quand Bo-Katan vient à la rescousse. Elle lui dit d'aller sauver son enfant et qu'elle va s'occuper seule de Gideon. Din et Grogu se battent contre les gardes prétoriens. Le petit être vert aide son tuteur avec la force et tous deux en viennent à bout.
Pendant ce temps, Bo-Katan est en difficulté avec Gideon qui parvient à détruire le sabre noir. Toutefois, Mando se joint à elle au moment où le vaisseau amiral dont la chute a été guidé par Ice-Wow va s'écraser sur la base. L'immense explosion détruit tout et emporte Moff Gideon, tandis que Grogu crée une boule de force au milieu du souffle et des flammes pour protéger Bo-Katan et Din Djarin. Le combat est gagné, les Mandaloriens reprennent possession de leur planète, la Grande Forge est réactivée symboliquement par Bo-Katan, Din Djarin adopte officiellement celui qui devient alors Din Grogu, baptisé par l'armurière, et repart à l'aventure en sa compagnie. On découvre que Grogu peut communiquer avec le mythosaure. Ils se rendent sur la base Adelphi, des chasseurs de la Nouvelle République, et vont trouver le capitaine Carson Teva dans le bar du mess. Din Djarin lui propose de lui donner un travail, devenir chasseur de primes à son service, pour traquer les anciens impériaux qui se cachent dans la bordure extérieure. Ce dernier accepte, comme avance, Mando lui demande simplement de lui donner une tête de droïde explosée là, qui se trouve être celle d'un modèle IG-11. Il se pose ensuite sur Nevarro, où Greef Karga leur offre un terrain et une maison à l'extérieur de la ville pour qu'ils s'y installent. Entre vos aventures et un cadeau en retour, Din Djarin fait construire un IG-11 programmé par les Anzellan qui va protéger la population de Nevarro, comme le fit son glorieux prédécesseur. Alors du coup, quel est mon avis sur cette troisième saison de The Mandalorian? Eh bien, c'était loin du niveau des deux premières saisons, entre le problème de Din Djarin de récupérer sa légitimité pour le credo en se baignant dans les lacs souterrains de Mandalore qui est réglé en seulement 2 épisodes, alors que au contraire le reste de la saison est très long à se développer. Le seul épisode qui était bon au niveau du développement, c'était l'histoire du troisième épisode, qui se concentrait sur le docteur de l'Empire qui voulait cloner les liens avec la force de Grogu dans la première saison. Cet épisode était le meilleur car il a permis de faire avancer l'histoire de manière beaucoup plus efficace que le reste de la saison, en présentant le projet qui s'annonce compliqué et dangereux dans la Nouvelle République de voir réalité les anciens soldats de l'Empire. Cet épisode a permis de faire le lien avec la postologie, en montrant que l'Empire n'a jamais vraiment disparu, mais a juste préparé son retour dans l'ombre pour ce qu'allait devenir le premier ordre. Le duo Bo-Katan et Mando marche très bien. À la suite du dernier épisode de la saison 2, on aurait pu penser qu'il y aurait un conflit entre les deux, mais non, ils font équipe et arrivent à réunir les deux clans Mandaloriens pour pouvoir reconquérir Mandalore. Grogu est un peu en retrait dans cette saison, évidemment, parce que ce n'est plus lui au centre de l'attention, mais j'ai trouvé qu'il a eu une chouette évolution en étant aux commandes du robot IG-12 qui lui permet un meilleur son d'action. Par contre, le défaut de cette saison, c'est clairement le fait que Moff Gideon fasse un appel à ses propres Mandaloriens pour combattre Mando et ses forces. Par contre, son armure est assez stylée, on pourra jamais lui enlever ça. L'armure de Moff Gideon est ultra stylée. On a eu au cours de la saison la présentation de personnages assez sympas joués par des acteurs de qualité, notamment pour l'épisode réalisé par Bryce Dallas Howard, donc l'épisode 6, avec Jack Black notamment. Et celui qui fait Doc dans Retour à la future. Les effets spéciaux sont à la hauteur du reste de la licence. Pour finir, on va parler du final qui est très décevant. Il est peut-être décevant parce que c'est celui d'après la saison 2, qui a vu l'arrivée à la surprise générale d'un Luke Skywalker d'une beauté absolue en termes d'effets spéciaux, qui avait été rajeuni super bien en fait. D'un combat Mando Moff Gideon pour la récupération du Darksaber, et qui s'était fini par la colère de Bo-Katan de ne pas pouvoir le récupérer. Ce final a cependant eu l'audace de le détruire, pour pouvoir pousser les Mandalorians à se séparer car il est le symbole de l'union de tous les Mandalorians. Cette saison a quand même eu la qualité d'avoir une vibe un peu à la The Clone Wars. En conclusion, cette saison est assez décevante par rapport aux deux premières, mais ce n'est pas sans qualité. Quand même à voir ce que Jon Favreau nous réserve pour la saison 4 qui est d'ores et déjà écrite. Bon, je lui ai mis la note de 7,5 sur 10 qui correspond à très sympa. J'ai rien d'autre à dire sur la série. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.